Donc bienvenue à cette rencontre à l'Élie, rencontre à l'Élie, rencontre à Boisvert avec Pierre Berger, qui est parmi les 12 co-auteurs de ce livre, donc, sur lequel on va un petit peu parler ce soir à partir de l'histoire des systèmes d'information dans les entreprises, l'histoire de l'informatique depuis une centaine d'années et mécanographie informatique pour aller vers la prospective, puisque Pierre Berger est un passionné de prospective. Voilà, Pierre Berger est un des premiers journalistes en informatique, donc qui a été à 01 informatique, entre autres choses, informatique et gestion de mensuel, et au monde informatique. C'est le président fondateur du club de l'Hypermonde. Du club de l'Hypermonde, j'ai encore du mal à dire. Du club de l'Hypermonde, voilà, et c'est un passionné aussi d'art numérique. Donc il a créé un dictionnaire en ligne, sur le web, sur l'art numérique en général. La partie de Pierre Berger est en plus spécialement l'art en plastique, pour sa part, puisqu'il fait du dessin, de la peinture assistée par ordinateur, mais son dictionnaire, lui, traite de tous les aspects de l'art en numérique. Voilà. Que dire d'autre? Je vais laisser la parole, donc on va parler surtout ce soir de l'histoire, et puis en quoi cette histoire de l'informatique ces 100 dernières années, des automatismes, peut nous ouvrir la voie à imaginer ce qui va se passer dans les 20-30 prochaines années, voire plus loin. Voilà. Merci. C'était Pierre, pardon, deux petits mots juste sur le format de la rencontre ce soir. Au niveau de l'Assemblée Générale. Bonsoir à tous. Oui, juste au niveau de l'Assemblée Générale, on avait juste défini en fait comment un nouveau format de rencontre. Donc là, la rencontre va durer à peu près 1h30, et puis après pour pouvoir partager ensemble autour de ce qui va être dit et puis voir plus, comment on aura de nouveau un service en fait, pour boire de nouveau un petit coup avec des petites choses à grignoter, voilà, en termes d'apéritif. Voilà. Et puis après, ceux qui voudront rester comme d'habitude, au-delà de 21h, pourront rester à dîner avec les personnes qui resteront sur place. Voilà, merci beaucoup. Merci à Danieli de nous avoir invité pour parler de genre de sujet qui m'a toujours intéressé. Le sujet est un peu dément. C'est l'ami Bischoff qui l'a proposé et j'ai accepté en me disant quand même. C'est comme si on disait, bon, vous qui vous intéressez un peu à l'histoire depuis les Romains, qu'est-ce que vous pensez que sera l'avenir en 1 heure? Bon. Donc évidemment, parler d'un peu plus d'1 siècle en 1 heure, ça veut dire que ça sera souvent approximatif, donc discutable, et on pourra débattre après s'il y a des... Ah oui, il faudrait peut-être mieux, effectivement. On pourra voir, discuter des points sur lesquels vous ne seriez pas d'accord avec moi, soit sur le passé que vous avez vécu. Alors, sur le passé que vous avez vécu, pour la petite histoire, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont fait marcher des tabulatrices? Non. Donc je suis le dinosaure de l'histoire. Parce que moi j'en ai vu marcher et j'ai même, si je peux dire, programmé des applications pour me les faire passer sur une tabulatrice. Je peux me permettre, si j'ose prendre un sujet comme ça, c'est moi évidemment que je suis depuis longtemps dans le domaine, et j'ai toujours fait à la fois de l'histoire et de la prospective. Mon premier article de prospective date de 64, où je disais dans 20 ans qu'est-ce qui va se passer. Celui-là, je me suis un peu trompé, non pas techniquement, parce que je pense que c'était bien vu, mais c'était sur des problèmes de réassurance, et le monde de la réassurance a évolué d'une façon totalement différente de ce qui était prévu, donc le type de prévision informatique est perdu de son sens. Mais assez souvent, je ne me suis pas trop trompé, et en particulier, quand j'ai choisi de faire carrière dans l'univers de l'informatique, alors que mon environnement, et notamment mon frère aîné qui était un bon mathématicien, me dit écoute Pierre, sois sérieux,
fais plutôt quelque chose qui puisse nourrir sa famille. J'ai répondu, bah, c'est sympa, mais moi l'informatique, ça me passionne, mais ça a de l'avenir, et ça m'a permis de nourrir ma famille jusqu'à ma retraite. J'ai remis quelques images du passé. Ça c'est à droite, c'est un dessin d'une dessinatrice qui m'a fait en train de programmer en 1979. Ensuite, en 1999, j'ai publié l'informatique libère l'humain, dont j'ai ramené quelques exemplaires. Après, j'ai développé un logiciel qui, dans le principe, c'est que c'est lui qui fait de la peinture. Alors, on veut dire que ça fait toujours débat. Est-ce que vraiment un logiciel peut être un artiste? Bon. C'est pas le débat de ce soir, si ça vous intéresse, on peut en débattre. Et puis, un peu plus récemment, en 2012, avec Alain Liorey, qui est professeur à Paris 8, nous avons publié l'art génératif. Alors, il faut cadrer un peu, donc j'ai découpé sur des grandes étapes un peu tous les 25 ans. 25 parce que c'est un peu le début de la mécanographie dans les entreprises. 45 parce que là il y a la rupture conceptuelle fondamentale. 65 parce que c'est là que ça arrive dans les entreprises. 85 parce qu'il se passe beaucoup de choses. 2005, je passerai un peu rapidement dessus parce que après tout vous connaissez aussi bien que moi. Et en un sens, moi je connais moins bien parce que depuis 2000, je ne suis plus journaliste dans une informatique, je fais de l'art, donc quelque chose que je connais moins bien. Et puis 2025, ça sera la partie prospective. Alors, 1925, donc vous n'avez pas vu ça, eh bien, ce sont des machines dans lesquelles on rentre des cartes perforées. Ça, vous avez quand même vu des cartes perforées? Oui. On les rentre. Mais en général, ceux qui les ont vues aujourd'hui, les ont vues comme programme. Il faut voir qu'avant la guerre, et jusqu'aux années 70, on avait des cartes pour les donner. Ça veut dire que si vous aviez une compagnie d'assurance avec 1 million d'assurés, il fallait que vous ayez 4 ou 5 millions de cartes perforées pour représenter ces assurés, parce qu'une carte perforée, c'est petit. Mais malgré, pour simplifier, si vous avez une tabulatrice, vous rentriez une carte dedans et puis elle imprimait une ligne. Quand on imprimait sa ligne, elle faisait des autos. Donc, on peut dire que c'était une sorte de tableur. Faisait à peu près ce que fait un tableur. Le tout était de s'arranger pour que sur les cartes, il y ait son tournoi de. Mais c'est très frappant que dès avant la guerre de 40, vous avez un peu toutes les grandes applications, la paye, la gestion commerciale, les stocks, un peu le personnel, qui sont chez lesquels il y a déjà des applications informatiques, évidemment uniquement dans des grandes structures et en particulier dans certains ministères. Un petit rappel aussi à l'époque que les télécommunications sont déjà très présentes. On n'a pas attendu 1980 pour faire de l'Internet. Et dès les débuts de l'informatique, d'ailleurs, les télécoms sont plus ou moins connectés et ça joue tout de suite un rôle important dans le développement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment elles sont ces machines à l'époque? Toutes les machines de l'époque, que ce soit des machines à cartes perforées ou des machines à vapeur, elles ont les tripes à l'air. On voit ce qu'il y a dedans. Moi, j'ai encore des souvenirs émus d'avoir vu des machines à imprimer avec mon père en 1944. Les machines à imprimer, c'était un peu comme une machine à écrire Remington de l'époque. Vous voyez, on voyait les tripes à l'intérieur, c'était très impressionnant. Et puis, on percevait la machine, on la commandait par des manchons, des manettes, des pédales, des manivelles, et quand même le clavier. Le clavier, lui, est du 19e, et tout de suite, le clavier, c'est par le clavier qu'arrive le digital, il a tout de suite créé des problèmes de compréhension, et notamment le dessin que vous avez en bas, qui date à peu près de 1896, c'est déjà un système domotique, avec un monsieur qui a une domotique installée à la maison, et quand il tape des choses sur son clavier, il ne se passe pas du tout ce qu'il avait prévu. Voilà, le clavier est un ancêtre très, très important. Alors, ces tabulatrices, comment est-ce qu'on les commande? Eh bien, on les commande avec un tableau de connexion. C'est-à-dire qu'au fond, vous avez votre carte qui a 80 colonnes, qui arrive, si vous prenez le dessin de gauche, là, c'est tout à fait mécanique. Donc vous avez les cartes qui vont arriver en bas de cette espèce de boîtier, et ce boîtier, il comporte exactement comme des cartes de vélo. C'est-à-dire que ça vous permet, en câblant vos différents câbles là-dedans, à partir des trous qui sont dans les
cartes, d'aller écrire à un endroit ou à un autre de la tabulatrice. Mais à partir des années 30, des années 40, des années 50, on va faire des câblages électriques qui seront quand même beaucoup plus souples et performants. Alors au départ, c'est très bien, ça paraît assez clair, vous voyez, le tableau du milieu, c'est pas mal. Et puis vers la fin, ça devient très compliqué. Et ça fait ce qu'on appelait à l'époque un plat de nouilles. Pour aller s'y retrouver dans le paquet de câbles qui est à droite, bonjour. Hein, heureusement qu'elle est arrivée autre chose. Enfin, on faisait plein de choses quand même. Alors, au-dessus des tabulatrices, il y a l'organisation. C'est pas tout d'avoir des machines, il faut organiser. Et les spécialistes sont les organisateurs. Et comment on programme ces machines, comment on les commande? Ben, d'abord, on a des cartes pour 80 colonnes. Donc, on dit les premières colonnes, ça sera le type de carte. Après, j'aurai 8 colonnes pour le nom de l'assuré, le numéro de la police, puis après, le montant, etc. Et puis après, on organise la circulation des cartes dans les différentes machines, parce que les machines à cartes perforées, c'est un ensemble de machines. Il y a la tabulatrice, qui est la grande machine, puis plein de petites machines autour, dont la trieuse, qui est particulièrement importante. Et puis, on organise, avec un schéma, je m'excuse, la production est assez mauvaise, mais qui sont des schémas de circulation de dossiers et de cartes dans l'entreprise. Donc, on fait, vous voyez, BV, ça doit être le bureau de vérification, un bureau des statistiques, Powers, c'est les machines, et on fait circuler les documents là-dedans. Et dès cette époque-là, comme c'est pas facile à programmer, c'est pas encore programmé, c'est pas facile à organiser et à concevoir, il y a déjà des firmes de services et des consultants. J'en ai relevé quelques-unes, là, dans un livre qui date d'un peu d'avant-guerre, et vous voyez notamment une qui va devenir IBM. Il faut voir que déjà avant-guerre, IBM en quelque sorte était le leader de la société de services, les armes de longueur. Donc les armes sont toujours avant-guerre. Et alors j'ai vu comment on voyait les machines, hein. On a bien dit plus des cartes que si on fait les schémas d'organisation, mais inversement, comment est-ce que les machines nous voient? Une carte perforée, il y a 80 caractères. 80 caractères, c'est pas beaucoup, donc ça va obliger à se limiter beaucoup. Donc, vous ne pouvez pas, avec des cartes perforées, gérer vraiment un client. Un client, c'est un concept complexe, hein, il a plusieurs. Donc, on va se limiter. Moi, quand je suis rentré dans ma compagnie d'assurance en 61, il y avait des cartes perforées pour les polices. À une police, on savait ce que c'était. Un sinistre, on savait ce que c'était. Mais un assuré, ça, bien entendu, les agents généraux le savaient, mais les machines, ça n'existait pas dedans. On ne savait pas non plus ce que c'était qu'un employé. On faisait des lignes de feuilles de paye, hein, voilà. Mais le client n'avait pas d'existence globale. Ceci dit, il y a quand même déjà un début de fichage des personnes, et c'est connu en France par l'affaire Carmille. Si ça vous amuse historiquement, c'est un assez joli cas. Enfin, disons qu'il y avait un système de cartes perforées dans lesquelles une colonne servait à mettre êtes-vous juif ou pas juif. Et puis, IBM a fait des choses pas jolies en Allemagne, c'est bien connu. Voilà un exemple de document, celui-là est 1937. Je vous l'ai mis parce qu'il exprime assez bien la problématique. D'abord, vous voyez que techniquement, c'est un composite. On a une imprimante qui a imprimé le fond, hein, l'énergie sur l'original, on voit un peu mieux que c'est des couleurs un peu différentes. On a imprimé même, vous voyez, un effort commercial sur la facture, on vous fait de la publicité, mettez-vous à l'électricité, et puis après il y a des colonnes, et vous voyez que là il y a plusieurs systèmes qui ont été combinés, parce que les machines à l'époque sont très séparées. Donc vous avez en bas une ligne qui très probablement est sortie d'une tabulatrice, hein, qui vous rappelle les index qu'on a relevés. Il a fait tout seul la différence, c'est formidable, 180, 100 moins 80. C'est une vraie facture, hein, que j'ai retrouvée dans la archive de ma famille. On multiplie par le montant, on ajoute l'entretien du compteur, plus encore, je ne sais pas pourquoi, et pof, net à payer. Mais ça, justement, comme on ne connaît pas le client, il faut le refaire par ailleurs. Donc vous voyez au milieu, numéro d'ordre, adresse de l'abonné, ça c'est fait avec une autre machine qui a des plaques adresses. Ça existait encore dans les années
60-70. Donc on imprime l'adresse ailleurs. Et puis, comme ça ne suffit pas, vous voyez aussi que la date, et bien finalement, on l'a mise avec un tampon, parce que vous voyez, elle n'est pas les mêmes caractères que le caractère du bas. Donc vous voyez, ce sont des machines qui sont très, très éclatées parce que les machines ne sont pas puissantes, les structures sont petites, et donc il faut, si je peux dire, découper les clients et les personnes à l'entrée, et puis après, pour faire quelque chose, il faut tout regrouper, plus ou moins la main. Alors justement, c'est là qu'arrive la rupture. Il y a une rupture qui est fondamentale, c'est 45, autour de 1945, parce que là, il va se passer plein de choses à la fois. D'abord, on passe de la mécanique et de l'électronique, et c'est très différent. Parce que la mécanique, si vous regardez le schéma de gauche, qui est le schéma de base d'une tabulatrice, si vous prenez le temps de bien regarder, vous pouvez comprendre qu'il y a la carte qui arrive de la droite vers la gauche, qui est lue par des petites aiguilles, et les petites aiguilles vont piloter la roue qui va tourner. Vous voyez, on est dans un univers d'analogie et de mécanique. Et puis tout à coup, on remplace ça par des schémas logiques. Alors ça, c'est très déroutant, parce que dans la culture de l'époque, notamment la culture des mécanographes, c'est quelque chose qui est complètement abstrait, incompréhensible. Donc, ça va d'emblée créer là, une rupture cruciale. Bon, au début, c'est pas trop gênant, parce que ça se passe dans les labos, mais ça va être, c'est vraiment une rupture, parce que entre votre cerveau et ce que vous faites, vous introduisez une barrière qui est la barrière du code binaire. Et ça c'est une des positions fondamentales que ça donne, hein, il n'y a plus de relation entre le signe et le sens. Même encore dans l'alphabet, si vous voulez, le numérique, il y a une vague relation entre un code de caractère, même entre les voyelles, on peut toujours trouver des relations. Bon, quand vous êtes dans le binaire, la séparation entre le code et la signification est absolue. Un bit isolé n'a aucun sens, il ne prend du sens que par ce qui est autour, et donc par un système global. Mais ce prix à payer de l'abstraction, il a une récompense extraordinaire qui explique bien Gondemann et l'équipe autour de Gondemann de l'époque. Hein. On est très pour le binaire système pour trois raisons. D'abord, c'est facile à implanter en électronique, alors qu'en mécanique, il y a eu des essais de binaire en mécanique, mais ça marche pas mal. Le mécanique se plaît très bien avec le décimal, mais avec le binaire, c'était pas bon. Ensuite, avec les tubes électroniques, puis après les circuits intégrés, avec les portes logiques, c'est très simple et très rapide, très puissant de faire les opérations arithmétiques. Et la logique aussi, hein, la logique est fondamentalement binaire, elle va permettre de faire des machines homogènes. C'est-à-dire que l'ordinateur, si j'allume ça, la rupture est fondamentale, et avec ça, un ordinateur est par nature universel. Une machine de Turing, une machine de Neumann, c'est universel. Assez régulièrement dans l'histoire, on verra réapparaître des projets d'ordinateurs spécialisés, et puis finalement, ça n'a pas de... Ça ne dure jamais. On finit toujours par revenir dans l'universel parce que c'est la nature même des systèmes digitaux. Et si je reviens vers le système d'exploitation des entreprises, on va intégrer. Ça, intégrer, ça va être un mot-clé un peu plus tard. Et évidemment, il apparaît dès les années 40, surtout ça se précise en 54, avec l'invention de COBOL, hein, il faut programmer. Les toutes premières machines, il fallait vraiment les programmer en binaire, quasiment en perçant des trous dans des rubans. Hein. Mais après, on a déjà ce qu'on avait appelé les langages de troisième génération, notamment Fortran, et puis un petit peu après COBOL, et la programmation a... Bon, mais là, en 1945, ça reste dans les labos, c'est Princeton, c'est le Royaume Manhattan américain, etc. On n'est pas... Mais c'est quand même là que conceptuellement c'est fait là. Je rappelle à l'époque, bon, que là les machines commencent à se cacher. On commence à mettre des capots. Les machines qui ont les tripes à l'air, c'était bien pour la mécanique.
mécanique ni pour les machines à vapeur. Ça ne convient pas à l'électronique. Et puis, donc, puisqu'il y a un capot, ben, il faut bien avoir des moyens de savoir ce qui se passe dedans. Alors on commence à mettre des tableaux de voyants pour des pupitres. Et Dieu merci, à l'époque, ils ont une machine qui compare très bien à ça, ça s'appelle le télétype, ça vous avez connu le télétype. Le télétype, il était militaire, il faisait très bien les télécommunications, hein, mais aussi il pouvait donc très bien se connecter à l'ordinateur. Donc ça a été un grand moyen. Alors il n'y a pas encore d'écran, hein, on tape sur un clavier, on imprime, ça limite beaucoup quand même la relation en machine, mais ça fonctionne. Et en plus, là aussi très tôt, on peut utiliser la machine à distance. Là aussi, Internet, si vous voulez, c'est pas si nouveau que ça. De temps en temps, on entend personne n'avait prévu Internet. Tout le monde a prévu Internet. Je vous montrerai les exemples tout à l'heure. Voilà, alors ça, c'était 45. 20 ans plus tard, surtout en France, dans mon expérience, moi, en France, en plus, moi, c'est mon expérience personnelle. Je suis entré dans ma compagnie d'assurance en 1961. Et tout de suite, je commence à entendre parler de ce truc-là et je veux que ma compagnie en fasse. Hein. Et pourquoi alors ça devient possible? D'abord, les ordinateurs commencent à être abordables. Hein. Il y a l'IBM 1401, il y a des machines de vue. Et la rupture en France est renforcée par deux choses. On aurait pu relativement minimiser la rupture, malgré mon histoire de binaire. Vous voulez, les tabulatrices, on aurait pu les perfectionner. Et en fait, c'est quand même un peu ce qui s'est passé. Les tabulatrices ont coexisté avec les ordinateurs pendant longtemps. Quand j'ai fait en 69 un recensement des ordinateurs en France, j'ai découvert à ma grande stupéfaction qu'EDF, ce pionnier de l'informatique moderne, devait avoir encore 120 tabulatrices en CDC. Mais en fait, il y a quand même une rupture qui se fait, parce que d'abord c'est l'intérêt des consultants, des membres de la DELIC, à l'époque, hein, ils ont tout intérêt à lancer un nouveau concept. Et c'est l'intérêt aussi d'IBM, et des constructeurs, mais surtout d'IBM. Pourquoi? Parce que, en face d'eux, ils ont les comptables. Ceux qui géraient les machines à calcul. Le chef des machines à calcul, c'était les comptables. Les comptables, ils avaient deux gros défauts pour l'arrivée de l'informatique. D'abord, ils ne comprenaient absolument rien au binaire, c'était très dépendant de la culture. Mais par contre, eux, ils savaient compter. Et quand IBM est arrivé en disant « Ouais, c'est génial, vous avez qu'à mettre 1 million d'euros et votre entreprise va en gagner 2 la semaine d'année d'après », eux, ils disaient « Ouais, on veut voir ». Donc, on a tout fait pour les faire dégager. L'organisation de l'informatique, on avait inventé le mot à l'époque. Et puis c'est renforcé aussi en France psychologiquement parce que c'est la mode des maths modernes. Donc, on croit complètement à tort, d'ailleurs, en bonne partie à tort, que l'informatique c'est aussi bourbatique et très valorisant. Mais donc la rupture est très forte, et puis il y a une rupture politique du fait de Pierre Lhermitte qui écrit Le Paris informatique et le général de Gaulle qui veut avoir sa bombe, et donc il lui faut une informatique nationale. Alors, il y a les entreprises qui ne bougent pas, qui attendent, c'est le cas de la mienne à gauche, voilà le premier bureau dans lequel j'ai travaillé. Hein, où il y a des tampons, il y a une machine à écrire, et puis il y a un téléphone pour 3 bureaux, et il y a quelques machines à calculer mécaniques qu'on se partage quand on en a besoin. Et puis au même moment, vous avez le groupe Drouot, qui est une des bases du groupe AXA actuel, qui construit cet immeuble à Marly-le-Roi, et pratiquement tout le rez-de-chaussée du bas est rempli par d'énormes machines IBM qui font que le groupe Drouot va se donner toute une stratégie avec l'informatique. Vous voyez, là, il y a quand même un saut qui se passe à ce moment-là aussi, 20 ans après le premier saut. Toutes les applications sont concernées, et là aussi on intègre. Ça c'est très important, parce que autant en mécanique et en mécanographie, vous pouvez se séparer, autant avec l'informatique, on va pouvoir tout regrouper, parce que fondamentalement le binaire c'est tout ce qu'on veut, et en plus on a des grosses capacités. Alors, ça ne va pas aller tout seul, on n'aura qu'un des diffusions, hein, parce que les machines de l'époque, ce n'est pas les ordinateurs d'aujourd'hui. C'est bien connu, donc on est quand même obligé d'intégrer par petits morceaux, mais l'esprit est là. J'ajoute que les constructeurs forcent le système, je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais aussi bien chez Bull que chez IBM, les commerciaux ont pour mot d'ordre de minimiser les coûts
apparaît quelque chose, là aussi, qui n'était pas tellement prévu au début, c'était la programmation. Alors au début, le COBOL, ça c'est formidable, COBOL, c'est le langage des utilisateurs. COBOL, vous voyez, il y a tout environnement de division, mais après vous écrivez display à le Word, puis vous pouvez écrire add, prime, tout, commission, en français, presque en langage préféré, et puis ça va marcher. À un moment on y croit, puis assez vite, on s'aperçoit que sinon que ça ne marche pas, et puis vous avez mis en image centrale, c'est l'image de COBOL 2 qui doit dater de quelques années, où on voit très bien que c'est devenu aussi incompréhensible que tous les autres langages pour le commun des mortels. Donc il y a des programmeurs, et il y a, en plus même entre les programmeurs et la machine, il y a une espèce de boulot. Ça, vous voyez un petit système de boîte de communication qui était à la CEMA, une grosse boîte de service à l'époque, avec d'un côté les programmeurs et de l'autre les gens qui gèrent l'ordinateur. Donc les programmeurs amenaient des bordereaux, des perfos, perforaient des cartes, et puis 2 jours après, on leur disait voilà, ça va être programmé, et voilà pourquoi ça ne marche pas. Évidemment, les bugs, ça existait déjà. Alors, au-dessus de la programmation, il y a l'analyse. Alors, au départ, aussi, on croit que ça va être complètement moderne. Le fameux livre, à l'époque fameux, La méthode informatique de Robert Mallet, on croit, surtout qu'il a pas mal parlé, il a des ingénieurs, des politiciens, que ça va être complètement nouveau, avec des schémas nouveaux. Puis en fait, quand vous lisez le bouquin, il vous reprend les bons vieux schémas de circulation des pièces un petit peu améliorés, hein, bon, ça c'est totalement différent. Et puis on fait des beaux schémas avec les bandes magnétiques. Je ne m'attarderai pas sur les bandes, parce que croyez-moi, gérer les bandes c'était autre chose que gérer les disques. Et puis on fait beaucoup de discours, travaux, un peu scientifiques sur les méthodes d'analyse qui ont quand même des résultats. Mais en fin de résultat, ça marche, mais c'est lourd. Et c'est des photos, la photo que j'ai là doit dater de 75 par là. Sur les armoires, il y a les papiers de disques. Aujourd'hui, ça paraît. Il y a des gens qui disent ah, on nous promet le bureau sans papier. On nous a promis le bureau sans papier, il n'est pas arrivé. Eh bien, le bureau, il est quand même arrivé. Il est quand même en grosse partie arrivé. Si vous venez dans une agence de banque, pratiquement une agence de banque, c'est presque sans papier. D'ailleurs, vous n'allez même pas à l'agence. Il faut voir la quantité de papier qu'il fallait générer. Ça, je pense que c'était juste un fichier client qu'on avait dû faire sortir pour faire des petites analyses. Moi, j'ai manipulé des listings gros comme ça, parce que j'étais dans un service où il fallait récupérer, ma compagnie d'assurance, il fallait récupérer les gros sinistres. Finalement, le seul moyen qu'on avait, c'était de me passer un listing gros comme ça, et puis moi, je feuilletais toutes les fois que je voyais un sinistre de plus de 100 000 francs d'époque, et oula, celui-là. Et puis, là, vous avez une image qui était bien connue à l'époque, hein, sur la difficulté de conception. Peut-être que vous l'avez déjà vue, celle-là. Hein. Le client qui fait une demande, bizarre. C'est lequel? Ah oui. Le constructeur en prévoit quelque chose qui ressemble un peu différent. Ce qui arrive, ça marche, ça continue, soit complètement autre chose. Finalement, on arrive, le programmeur fait un beau truc qui est très bien, mais qui évidemment mal a marché. Donc, on fait un patch pour résoudre le problème et on a un système formidable. Et puis, on s'aperçoit quelques temps après qu'on aurait pu faire beaucoup moins cher. Mais bon, il fallait bien expérimenter. Oui. Alors aussi, l'humain, étant donné qu'on a de l'intégration de la plus grosse machine, on commence à voir les humains mieux. Hein, non seulement la programmation est un mur, mais enfin, on a quand même des moyens de mieux concevoir, mais en sens inverse, la machine est le meilleur perception des humains. On commence à savoir gérer les clients et des personnes. Ça ne va pas encore très fort, en particulier le personnel. On commence à gérer le personnel, mais ce n'est pas une chose qui a marché mieux. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais je pense qu'à l'époque, et peut-être encore aujourd'hui, les seuls qui faisaient bien des gestions de personnel, notamment prévisionnelles, c'est les militaires. Parce que les militaires, ils ont un problème, ils commandent des systèmes d'armes, les systèmes d'armes, ça doit fonctionner 30 ans. Donc, ça veut dire que pour faire marcher un modèle de fusée 38-27, hein, il faut un tireur, un ceci, un machin. Donc, si j'ai commandé 1000 systèmes 36-27, il faut que j'embauche, que je forme et que je continue à remplacer pendant 30 ans
des gens qui savent faire marcher ce système. Mais dans les entreprises, en général, bien qu'on en ait beaucoup parlé, il y a eu des grands discours, ça ne marchait pas très fort. Voilà, donc vous voyez, ça c'est la rupture informatique par rapport à Mecanolor. Bon, alors, évidemment en 85, ça commence à être des choses qu'on a toutes vécues, à moins qu'il y ait des... Non, je ne vois pas parmi nous des plus jeunes qui seraient nés. Bon, arrive le PC, c'est un jouet qui est très, très amusant plutôt pour le souvenir, c'est que les informaticiens voient ça d'un très mauvais œil. On parle de l'informatique sauvage, voilà, ces machins-là, qu'est-ce qu'ils vont faire. Bon. C'est un certain nombre d'applications qui font passer. Je me rappelle je suis dans une entreprise de presse, et le premier PC qui rentre, le premier micro-ordinateur qui rentre, il avait un truc génial, le tableur. Ça intéressait les gestionnaires. C'était peut-être pas génial du point de vue informatique, mais ça, faire son petit machin, il pouvait faire ses comptes, faire ses trucs, c'est pas évident. Bon, arrive le traitement de texte au départ comme une application latérale qui a pu s'intégrer. Après va arriver la bureautique. Bon, puis progressivement, bon, les informaticiens vont s'y faire. Puisqu'on ne peut pas se débarrasser de ces petits ordinateurs, on va les intégrer avec le modèle client-serveur. En plus, IBM dans son PC, donc si IBM le fait, c'est bien forcément. Et puis, il y a une autre rupture à peu près en même temps, hein, c'est Internet. Alors, à l'époque, beaucoup de gens ne perçoivent pas l'importance que ça va avoir. Pour un souvenir, j'étais avec une amie de ma femme à Amiens, dans son domicile. Vous voyez, donc on est très loin du truc informatique, mais elle avait, en 82, hein, elle avait déjà un Minitel. Et moi, j'étais en correspondance avec un Américain, et comme c'était un truc universitaire, on pouvait faire de l'Internet sur Minitel. Donc, du salon de cette dame, je fais un échange des messages, et je leur dis, vous vous rendez compte, c'est fantastique, hein, je me rendais compte, je viens d'échanger un message avec Santa Barbara en Californie. Et toutes les deux, elles m'ont regardé, oh ouais. Bon, pourquoi pas, bon, qu'est-ce qu'on mange? Ça a changé après. Bon. Au départ, ça ne change pas trop les applications, mais évidemment, ça va commencer dès ce moment-là à changer fortement le système d'exploitation et de gestion des entreprises. Bon, il faut le reprendre, arrive en même temps la carte du mois, arrive le poste central de gestion, c'est le rêve de Lusato, ceux qui ont connu cette époque, c'était la salle de contrôle, on fait une espèce de bureau où le patron réunit ses principaux cadres et il a des terminaux qui lui renvoient toutes les informations de la boîte et c'est formidable, on va gérer la boîte en temps réel. Ça aussi, ça n'a pas si bien marché que ça a marché en partie quand même. Et puis en bas, j'espère que c'est un peu petit pour vous voyez, j'avais fait à l'époque un petit schéma d'évolution du guichet dans le cadre de la banque. Alors au départ, la première ligne en haut, vous avez un bureau, un guichet avec un employé derrière le guichet et un client qui est devant. La deuxième étape, il y a un ordinateur qui est dans le back-office. Hein. La troisième étape, l'ordinateur est venu sur le bureau de l'employé au guichet. La quatrième étape, il n'y a plus d'employé. Le client se sert directement de la machine. Et ça, c'est bien ce qui s'est passé. Et ça a quand même changé fortement. Donc la machine, vue par les humains, vous voyez, à travers l'Internet, le PC et tout, ça devient quand même quelque chose de très différent. Dans l'étape 45, il y a 10 ordinateurs dans des labos américains. L'étape 65, c'est toutes les entreprises pas trop petites. Et l'étape 85, c'est tout le monde. En plus, on s'amuse bien. On est à combien? On a... J'ai déjà fait de 40 minutes. Ah ouais, c'est un peu beaucoup. Bon, mais bon, ça va pas trop loin quand même. Donc la programmer est un jeu, rappelez-vous de ça. Ça vient amuser les gens, c'est samedi. Et en particulier, il y a une rupture qui est assez étonnante, c'est que pour simplifier la relation avec l'informatique, on a, après Xerox, Apple et Microsoft, on a fait des belles interfaces graphiques, mais un des résultats, c'est que c'était beaucoup plus difficile à programmer. Et donc, reprogrammer, faire un petit programme, on va dire, pour s'amuser,
Ou même, moi j'ai écrit un petit traitement de texte en basique, c'était pas dur. Mais faire vraiment après une application informatique qui est de la gueule, qui soit acceptée, ça c'est redevenu un métier. Et ça y est. Il y a une rupture à ce moment-là, quand même importante. C'est aussi à cette époque-là. Il y a l'orientation objet. Ça, au départ aussi, c'est une idée de simplifier un peu la programmation, de la rendre plus intuitive. Un Smalltalk, la première version de Smalltalk, c'est formidable. Il y a des petits objets, les objets changent des messages, donc au fond c'est génial, je pense à mes objets, puis je les fais. Et en fait, assez vite, la programmation objet, Smalltalk compris, devient quelque chose d'assez abstrait. Hein. Il y a des classes qui s'instancient, puis des classes qui ont des héritages, et puis une classe et des mécons. Et donc, ça ne se simplifie pas du tout. Alors il y a un autre grand espoir à l'époque, hein, c'est le système expert avec les langages fonctionnels, notamment Prolog. Alors ça se plante assez, pour une raison que peut-être, je ne sais pas si on fait exprès ou pas, mais ça se plante parce qu'on espérait. Vous aviez l'impression, vous avez utilisé du Prolog un peu? Oui. On avait l'impression, on écrivait des trucs en langage naturel. Donc ça semblait tout ça naturel. Mais manque de peau, l'ordinateur, lui, il ne faisait aucun travail sémantique sur ces mots. Il considérait les mots comme complètement logiques. Donc, quand vous avez écrit un homme est mortel, bon, il avait juste les deux trucs, et puis là, donc, au bout d'un moment, quand vous en aviez aligné pas mal, entre ce que faisait l'ordinateur et ce que vous aviez vu dans la tête, hein, parce que vous pensez à un homme, vous aviez pensé à un homme, mais en fait, vous avez pensé à un être humain, ça peut être un homme et une femme, mais bon, l'ordinateur. Donc, ça n'a pas marché. C'est pas que l'IA se soit arrêtée du tout, il y a beaucoup progressé depuis, mais sous cette forme-là, elle s'est plantée. Et donc, sur les relations entre l'homme et la machine, on est toujours arrivé. Hein, la phrase que vous avez là, de 2008, elle a été rappelée par Marie-Paul Cany, qui fait un cours au Collège de France cette année sur le graphique. Ainsi, il faudrait faire que les outils soient aussi transparents que les effets spéciaux sont peu visibles par le spectateur. Quand vous allez voir un film avec des effets spéciaux aujourd'hui, à moins qu'on fasse exprès de vous les montrer comme tels, vous les voyez pas. Et programmer, c'est difficile, puisque je parlais de ça à mon fils il y a 10 jours, et il me dit, je voudrais bien apprendre à mon fils à programmer, et c'est Sharp, c'est dur. Il y a quelqu'un qui m'a répondu, vous n'êtes pas obligé de prendre C#. Donc, organisation logicielle intégrée, au-dessus des programmes, comment concevoir des normes d'application, bien d'autant plus qu'on veut réformer l'entreprise, ça c'est une des grandes modes des années 85 aussi qui arrive, on va refaire le processus de l'entreprise, business process engineering, et comme reprogrammer tout ça à chaque fois, ça serait quand même idiot, arrivent des grands logiciels, SAP, etc. C'est très joli, là aussi c'est quand même très difficile à manier, il faut des personnes extérieures, et là c'est de prendre plus compétent que moi sur la situation actuelle. Et le résultat, c'est que les humains, vus à travers ces systèmes, tendent à devenir assez des entités abstraites. Il y a un bouquin qui s'appelle Mindless, qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, qui vous fait dresser les feux sur la tête en voyant ce qui se passe dans les grandes entreprises, y compris dans les attractions au rang que le fait qu'ils doivent être aimables. Ce qui fait que l'employé par l'entreprise aujourd'hui, il y a un peu deux catégories. Là, je caricature énergiquement. Par un bout, vous avez vraiment des gens importants, potentiels. Là, vous êtes dans les labos de Google, hein, ça c'est formidable. Hein. J'en rajoute un peu, mais enfin, Google, c'est un peu effectivement comme ça. Si vous faites partie des Happy Few, vous avez des beaux bureaux, vous êtes sympa, vous avez un bon salaire. Et puis, si vous n'êtes pas dans le personnel critique, vous êtes jetable. Hein. Vous êtes bon pour aller chez McDo. Hein. Un employé chez McDo, il faut un serveur chez McDo, il faut un quart d'heure pour le former, donc c'est pas évident s'ils sont là, hein, un quart d'heure de retrouver. Ou bien vous allez travailler chez Amazon, hein, et là c'est des conditions de travail qui ont été décrites par plusieurs ouvrages. Donc malheureusement, l'homme vu à travers les machines, c'est pas la chose. Reste le citoyen, il pourrait s'attarder, en retard. Le client, ça le client c'est plus intéressant parce que lui on commence vraiment à le voir. Avec ses cartes de fidélité, avec tout le suivi. Bon, il suffit que vous soyez client d'Amazon par exemple,
ou d'un certain nombre de, ça doit s'appeler booking.com, un truc comme ça pour les réservations d'hôtels, pour que vous ayez réservé un hôtel une fois, hein, ils vous suivent, ils anticipent, et puis en plus ils veulent vous faire entrer dans le club. Mais là aussi il y a un petit peu une tendance à l'inégalité. J'ai mis à gauche le pass Navigo, bon, ça va, tout le monde peut avoir un pass Navigo, encore que pour un gamin des banlieues, ça peut coûter cher s'il est en zone 5 de se payer un pass Navigo complet. Mais enfin, en gros, bon. Et puis, par contre, si vous êtes un VIP, ben, vous avez des cartes VIP. Moi, j'ai une carte bonne de la FNAC, par exemple, c'est très agréable parce que je fais beaucoup moins la queue aux caisses. Puis à chaque fois, je me dis qu'il passe un peu dégueulasse, mais bon, j'y vais quand même parce que je suis passé. Bref. Si je fais la synthèse de cette partie passée, eh bien, au fond, on a réalisé ce qu'avait prévu Jules Verne. Je ne sais pas si vous avez jamais lu ce texte, qui est très peu connu, qui s'appelle La journée d'un journaliste en 1889. Ça a été écrit en 1889. Et là, vous le voyez en image, il est en train de faire du Skype. Il est à New York, il fait du Skype avec son épouse qui apparaît. Et puis, un peu plus tard, il n'y a pas d'image, mais il s'assied devant son piano-compteur électronique et quelques minutes plus tard, il avait le bilan de sa journée. Bon, maintenant, on sait à peu près faire ça. Mais on a mis un bon coup. Et puis, on est arrivé à faire aussi un peu, hélas, ce que prévoyait Fresland dans Métropolis, où vous avez deux images du travail. Vous avez le patron avec son EIS, son système de gestion. Si vous regardez le film, vous verrez, c'est très impressionnant. Les images ne sont pas très bonnes, on ne voit pas beaucoup les détails, mais notamment on le voit qui sort de l'écran perforé, hein, et il pilote tout son entreprise. Chose d'ailleurs assez extraordinaire, il faut que quelqu'un vienne lui dire directement que c'est en train d'être la révolution en bas. Apparemment son système, lui, s'en est pas aperçu, mais dans le principe, c'est bien vu. Donc là aussi, vous avez les Apiciou en haut, et puis en bas, il y a les gars qui sont en train de mourir à essayer de faire marcher les machines. Alors 2025, maintenant, ça y est. C'est la perspective, ça va, il y a encore 10 minutes. Alors, j'ai essayé de... Ça m'a fait... J'ai essayé de prendre un cas qui me paraît assez typique de ce qu'on voit vraiment venir. Un exemple typique, c'est la voiture qui devient automatique. Alors, il y a 10 ans, les experts vous le disaient, les experts, Aline Milliard en France vous disaient, bon, en 2003, je n'interviens, dans 10 ans, techniquement, ça sera au point, 2013. Vous avez les voitures de Google, en gros, un peu, et puis dans 20 ans, ça va devenir. Ça s'est bien passé, Google l'a fait. Alors, oui, alors on a dit Google c'est bien, mais enfin bon, c'est un truc expérimental, ils se font pousser. Seulement, c'était à la dernière part de Las Vegas où Mercedes a montré son concept car de voiture automatique. Mercedes, c'est quand même pas Google, hein, en matière de voiture, c'est sérieux. En plus, il y avait pas mal d'autres constructeurs ou intervenants du marché automobile qui ont présenté des concepts. Donc, l'horizon de 2025 pour la voiture automatique est maintenant assez crédible. Et comme vous le voyez, une voiture automatique, c'est assez différent d'une voiture ordinaire parce qu'il n'y a pas de raison que regarder sur l'avant. Donc, c'est beaucoup plus intéressant et convivial de retourner les sièges et d'être ensemble dans la voiture. Alors, je résume en disant que l'inversion fondamentale, c'est que jusqu'à maintenant, vous conduisez votre voiture, à partir de 2025, ça sera d'ailleurs complètement interdit, parce qu'un être, il n'y a pas plus dangereux qu'un être humain au volant d'une voiture, donc en 2025 ou après, il sera absolument interdit à l'être humain de prendre le volant d'une voiture au-delà de 10 km/h, ou alors dans des circuits fermés à mon avis. Alors vous allez me dire, oui, non, mais c'est elle qui me conduit, mais elle me conduit où je veux, quand je veux. Ouais. Et non. Non, parce que peut-être elle va vous dire, tu vas aller là, mais tu n'as pas le droit, tu es en contrainte pénale, d'ailleurs, tu n'as pas le droit d'aller dans cette ville, c'est fermé. Et puis, tu vas aller à Strasbourg, mais Strasbourg, c'est quand même pas mal d'essence, ton compte en banque ne te permettra pas d'acheter des euros, donc tu ne vas pas à Strasbourg. Ça, c'est le côté négatif. Et il va vous dire, tu n'as pas envie d'aller à Strasbourg, mais tu ne peux pas aller à Strasbourg, mais tu peux peut-être aller à Noisy-le-Sec, c'est sympa, Noisy-le-Sec, il y a un grand magasin, tu pourras acheter des trucs qui t'amusera bien. Et ça, c'est pas du rêve, hein. Et puis par ailleurs, c'est tout un mode de circulation complètement différent. Parce que dans la voiture actuelle, c'est vous qui conduisez et
vous le devriez dans le flot des voitures. Mais dans le moment où les voitures sont automatiques, il y a une chose qui est intéressante, c'est de les coller les unes aux autres. Parce qu'actuellement, vu le temps de réflexe qu'il vous faut pour, quand vous voyez que la voiture d'avant commence à piler pour plier coup, il y a un certain nombre de fractions de secondes, donc il faut une distance entre les voitures qui permet de compenser ça. Voilà. Qui permettent de compenser ça, donc les voitures sont séparées. À partir du moment où les voitures sont automatiques, elles sont aussi connectées évidemment, et donc là, en quelques nanosecondes, si vous voulez, s'il y a un problème devant la première voiture, toutes les voitures feraient strictement en même temps. Donc, on les colle, parce que ça permet d'augmenter sensiblement la circulation, accessoirement ça réduit la consommation, comme les coureurs cyclistes, et donc les voitures roulent en peloton. Alors, c'est beaucoup moins gai parce que vous étiez dans un système avec votre glorieux destrier, votre voiture, et puis vous n'êtes plus qu'une molécule dans un flot qui est géré globalement. Puis l'enfuté, il ne se contente pas de vous dire partez pas. Ça, je vous décommande de partir vendredi soir après 14h. Et ben non, là, quand vous allez dire à votre voiture je prends sport d'hiver maintenant, la voiture si placé que ça, non, c'est pas possible de partir maintenant. Tu peux bien t'occuper un petit peu jusqu'à 18h, 18h, ça sera bien. Et elle ne voudra pas d'ailleurs, parce qu'elle aura le système lui dira qu'elle ne peut pas partir à ce moment. Alors il y a des gros avantages, parce que globalement on va utiliser beaucoup mieux les routes, on va moins polluer, ça va permettre aux personnes âgées, aux handicapés et aux enfants de rouler en voiture, à quel point ils ne peuvent pas, et puis ça sera zéro mort. Parce que depuis que les métros sont automatiques, il n'y a plus d'accident de métro. Et ça devrait être paru sur le route. Mais évidemment, ça va être embêtant parce que la voiture, c'était identitaire, hein, c'était papa, maman, la bonne mémoire, les familles, au contraire contestataire. Et là, avec Jeremy, sa François Sagan, sa Jaguar, hein, ça a déjà un peu disparu parce que sur une autoroute à 130, on ne peut pas s'éclater beaucoup. Et puis même, et la famille, de toute façon, elle est recomposée. Bon. Mais quand même, ça reste encore des modèles et la voiture automatique va les changer complètement. Alors, une autre inversion, mais l'idée là-dessus ne comprend pas complètement clair. Le terme est dans l'air. Hein. Il y a une inversion du capitalisme qui fait que le consommateur devient le produit. Mais c'est compliqué. Les médias connaissaient déjà un peu ça parce qu'un journal, il ne vit pas de ses abonnés. Un journal, il vend ses abonnés à ses annonceurs. Et ça devient extrêmement général. À quoi s'ajoutent les créateurs bénévoles de valeur, d'où la presse conférence. Je ne suis pas payé pour vous parler, je suis bien content de vous parler. Et vous n'êtes pas payé pour gérer le conseil d'administration, il y a des bénévoles, et puis on a envie. Et puis, au milieu, au-dessus de ça, vous avez des grosses... les Google, Facebook et YouTube, eux, ils font de l'argent avec. Et beaucoup d'argent, comme ça. Donc, le client à valeur à vendre, ça c'est la publicité de Google Analytics. Toutes les fois que vous venez sur mon site, j'ai mis dans toutes les pages de mon site un petit script qui dit à Google, il y a ce monsieur qui est venu consulter mon site. Et donc, moi, c'est vachement bien pour moi, parce qu'après, je sais combien, il ne m'envoie pas la liste des emails, hein, mais je sais combien qui est venu, etc. Puis si ça trouve, ça, ils vont vraiment cher. Bon, ça c'est le rôle des algorithmes en général. Oui, alors aussi des machines, ça c'est aussi l'inversion, c'est elle qui prend l'initiative. Là, je vous donne un exemple que j'ai tapé hier. Sur mon ordinateur, je m'intéressais aux voitures connectées. Comme j'avais déjà plus ou moins cherché ça, j'ai dit, il a suffi de taper 3 lettres, hein, et il m'a sorti Connected Car, puis aussi, il sait que je m'occupe d'un peu de politique à Milan-Lafitte dans le conseil municipal, puisque je tape assez souvent. Conforama, je ne sais pas pourquoi, parce que j'y vais pas souvent. Mais Conforama, il a dû payer. Hein. Et puis Convertisseur, ça je ne sais pas du tout pourquoi. Vous remarquerez d'ailleurs que c'est très politiquement correct, parce qu'à partir de ces 3 premières lettres, il aurait pu nous proposer d'autres choses. Il ne l'a pas fait. Donc ça, c'est important
vous voyez, il y a une inversion, c'est pas vous qui conduisez, c'est la machine qui vous conduit. Accessoirement, ça c'est assez bluffant, je n'en mets pas encore. Vous achetez un ordinateur, même de base, Windows 8.1, tout bas de gamme pour mon épouse qui avait besoin de ça, et vous commencez à se faire n'importe quoi, et vous dites, est-ce que vous voulez sauvegarder quelque chose? Vous voulez sauvegarder sur OneDrive? Non, mais c'est quoi OneDrive? OneDrive, c'est Google, ou un autre, mais enfin c'est le cloud, c'est pris là. Alors moi qui suis évidemment pas du genre à me laisser faire, je vais taper sur computer, puis dans computer, c'est ma culture. Mais enfin, je finirai par arriver à sauvegarder ce que je veux à l'endroit où je veux, mais il faut quand même que je me donne du mal. Donc ça veut dire que l'utilisateur de base, il est pratiquement automatiquement sur OneDrive. Alors, ça, c'est pas non plus complètement de la science-fiction. Les machines aussi, elles commencent à avoir des émotions. Pourquoi? Ben parce que c'est assez efficace, hein, en fait. Si vous avez une machine qui est menacée, c'est assez efficace qu'elle ait une réaction de peur, c'est-à-dire qu'elle limite sa surface visible, qu'elle arrête ses opérations voyantes et qu'elle, en marchant le virus, qu'elle fasse marcher son pare-feu, etc. Donc la peur devient quelque chose d'assez normal, et inversement, quand il y a des opportunités qui se présentent, par exemple c'est un algorithme de trader à New York, et bien là il faut y aller dans la microseconde. Et en plus, alors ça c'est les deux choses que je vous montre ne sont pas des photos de science-fiction, c'est des photos de labo, mais des photos de science-fiction, c'est pas mal que les machines expriment leurs émotions. Parce que ça permet des relations finalement plus agréables avec les gens. Les Japonais poussent beaucoup ça. Pour que les travailleurs acceptent les robots dans la ligne de production, ils font des robots qui expriment des émotions qui sont un peu sympas, et les Japonais acceptent. Les Français n'accepteraient pas trop, mais les Japonais sur les robots, ils sont fans. Et puis je m'amuserai à conclure là-dessus. Le début, je vous ai longuement parlé de la façon dont les entreprises créent des systèmes d'information, et puis peut-être que la rupture, ça va être le contraire, c'est les systèmes d'information qui vont créer l'entreprise. Et puis alors là, juste une image, en supposant que tout aille bien, que ça soit formidable, eh bien on va aller vers le peer-to-peer. Vous avez Gossier qui est un chercheur en robotique qui échange des émotions avec un de ses robots. Là vous avez, c'est un gamin avec un chat hibou japonais. Les hiboux sont plus fabriqués, mais l'idée était sympa. Et puis alors, pourquoi pas rêver, on échangera des idées directement de cerveau à cerveau, là on rentre dans le complètement imprévisible. Alors est-ce qu'on peut maîtriser, est-ce qu'on peut ne pas faire ça? On pourrait tout arrêter. Contrairement à ce qu'on pense, ça peut arriver. En 1500, les Chinois qui étaient partis pour conquérir le monde, ils ont arrêté. Ils ont arrêté tous les développements scientifiques, tout le développement de bateaux, en partie parce qu'ils ont estimé que ça abîmait trop leur forêt, ça coûtait trop cher. À peu près à la même époque, l'islam a aussi tout arrêté pour des raisons un peu différentes. Ils ont été très abîmés par Tamerlan et les Mongols, et après les Turcs c'était autre chose, donc ils ont refermé. Les Grecs, pour moi, c'était un peu ça, ils n'aimaient pas tellement les machines, contrairement à ce qu'on pense. Ils valaient bien des machines pour les machines de ciel, les aqueducs, mais après, ils n'étaient pas chauds pour aller plus loin, c'était tellement mieux d'avoir des esclaves et plus simple. Bon, alors on peut dire c'est pas impensable de tout arrêter. Inversement, on peut dire on s'en fout, on capitule, hein. Il faut laisser les entreprises avancer. Et en gros, c'est en bonne partie ce que disent tous les partis aujourd'hui. Il faut rétablir la situation et créer de l'emploi. Donc pour ça, il faut de la compétitivité, c'est-à-dire automatiser, réduire les salaires, et il faut se battre avec les autres. Donc allons-y, on fait Google, on fait complètement. Alors on peut espérer, dire on va légiférer pour équilibrer les pouvoirs. On peut coopérer, il faut que ça soit international, parce qu'évidemment au niveau national c'est important. On peut, je pense que c'est une des pistes les plus intéressantes, et il y a beaucoup de recherches là, Dieu merci. On peut inventer des nouvelles formes de société.
il se passe quelque chose, des trucs positifs. Hein. Les Américains ont quand même décidé la neutralité Internet. La planète n'est pas complètement désespérée. Et puis enfin, on peut adhérer à la DELI, contribuer à faire avancer tout ça. Merci Pierre Berger. Donc on va avoir une demi-heure de débat. Pierre Berger. Voilà le site de Pierre Berger, DICAN, D-I-C-A-N. C'est son dictionnaire. Voilà, donc on a 2 micros, un pour Pierre Berger et un pour la salle. Voilà, vous pouvez intervenir. Qui va commencer? Ah, vous avez déjà calculé, vous dites c'est plus possible, il n'y a rien à faire. Est-ce que c'est l'homme qui dirige la machine ou est-ce que c'est la machine qui dirige l'homme? C'est un peu ce dont a parlé Pierre Berger. La question. Moi je pense que sur ce sujet, c'est quand même l'homme qui dirige la machine. Après, comme vous avez dit à la fin, bon, les formes de société, etc. Après, bon, effectivement, il y a les contextes globaux, société, contexte économique, le libéralisme, la compétitivité, les échanges, bon, tous ces facteurs tirent l'économie. Après, il peut être le rôle en nous, quoi. Voilà, c'est rien à faire. Enfin, je rebondis là-dessus. Oui, c'est pas, on attend heureusement quand même. Mais l'homme, quelqu'un dit, je le mets toujours derrière, mais il est de plus en plus loin. Avec mon logiciel qui fait de la peinture qui s'appelle Roxane, moi j'ai voulu le faire pour que c'est lui qui fasse la peinture. Et il y avait 2 critères. Il fallait d'une part qu'elle fasse des peintures que je n'avais pas prévues. Et puis le deuxième, il fallait qu'elle fasse des peintures assez bien pour qu'elle soit acceptée dans les services de peinture. J'ai mis 2 ans. Alors les gens me disent, et ils ont raison, que ça, oui, mais c'est quand même toi qui as fait le programme. J'en dis, oui, c'est un peu, mais je suis grand-père, alors c'est bien moi qui ai fait mes enfants, mais c'est pas moi qui ai fait mes petits-enfants. Donc, vous voyez, les œuvres de ma fille, c'est pas mes enfants. C'est un peu des choses comme ça, c'est l'homme qui continue à gouverner, mais il est toujours un peu plus loin, derrière les machines, ou autour des machines. Oui, c'est très bien de dire c'est l'homme et non pas la machine, l'homme qui gouverne, c'est un peu un vœu pieux. Oui, je pense que c'est une bonne intention, mais n'est-ce pas un vœu pieux, et n'est-ce pas quand même aujourd'hui la machine qui tente de nous, sinon de nous gouverner, ou en tout cas de nous imposer des systèmes, Google, Amazon, Facebook et compagnie, sont des exemples frappants de systèmes qui nous dominent. Donc c'est à nous, humains, peut-être de réagir et de réagir avec les moyens qu'on invente, que Pierre Berger décrit avec l'art, ou la culture, ou certaines formes de culture, mais il n'empêche, la machine est prête à nous bouffer quand même. Je pense qu'il ne faut pas désespérer, hein. Il faut se battre. Oui. Je pense que pour une part, le combat est politique. Malheureusement, pratiquement tous les politiciens aujourd'hui vous tiennent le même discours. Hein. Il faut faire de l'emploi, donc il faut de la croissance, donc de la compétitivité. Et donc, comme nous, on est meilleurs en techno, on sera plus fort que les Chinois. Mais comme les Chinois disent la même chose, c'est toujours la machine. Mais il y a sûrement moyen d'y arriver. Hein. C'est un peu du côté des écolos, je vois de la dire, des nouvelles formes, autour du bénévolat, des structures comme la DELI, comme le SIGRA, auquel je participe, il se crée des nouvelles formes de relations, là où le capitalisme ne s'inverse pas de la même façon. Même si ça vit en symbiose. Hein. Oui, moi je n'ai pas non plus de vision certaine là-dessus. Mais du tout. Mais je travaille dans un secteur pas mal d'années qui est la santé, où on a un énorme développement des machines, en réalité. Et alors il y a 2 choses. Donc, sur les entreprises,
dans le cas de la santé. Ce n'était pas pour les autres, mais j'avais vu ça aussi chez PSA d'ailleurs. Malheureusement, l'organisation des machines reflète en fait une organisation hyper centralisée, hyper hiérarchisée, hyper cloisonnée. Ce qui est paradoxal, oui, c'est un peu le problème, c'est que l'évolution actuelle contredit, même si les ministres et les politiques en général essaient de combiner les deux, comme je crois qu'on peut par exemple, je dis ça un peu méchamment, qu'on peut réduire la dépense de santé sans réduire le personnel des hôpitaux, la recette, c'est un problème. Mais donc voilà, ils veulent réduire, ils veulent essayer de faire du système. Or, en réalité, on voit bien que le système tel qu'il est a beaucoup de mal à évoluer et freine en fait l'utilisation efficace des technologies nouvelles de génération participative. C'est-à-dire personnellement, pour prendre l'exemple, je crois que le système d'information d'un hôpital, c'est, je ne vais pas grossier, une grosse bêtise. Parce que, en réalité, le produit, c'est le patient. Là, c'est vraiment le produit. Malheureusement, ce n'est pas l'hôpital tout seul qui le produit. Ça ne peut être produit qu'avec les gens d'à côté, c'est-à-dire le médecin local. Et on voit effectivement, c'est mon boulot en ce moment, on voit des initiatives. Alors, j'ai même entendu quelqu'un qui pourtant est encore des ponts, très estimable, dire on ne pourra jamais rien faire avec, dans les villes, les petites villes notamment, avec la structure actuelle. Il faut compter sur des initiatives qui sont terroristes, quasiment. C'est-à-dire regroupement de médecins, de patients, de réseaux où il n'y a pas que des médecins, c'est-à-dire des gens de quartier, pour basculer. Alors il y a effectivement, il y a même ce qu'on appelait un basculement. Et donc, parce que le système d'information de l'hôpital a été fait pour, et toute la logique des politiques, quelles qu'ils soient, c'est renforcer la citadelle, forcément. Et le système d'information tel qu'il est renforce une hiérarchie particulière que les vendeurs de systèmes d'information d'hôpitaux aiment beaucoup, parce que c'est eux qui peuvent payer plus cher, ça c'est très clair. Donc il y a, en fait, il y a plusieurs tendances en conflit dans le développement des systèmes d'information ou dans le développement, dans ce secteur-là, il y a vraiment des tendances violemment en conflit. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de système de santé, mais il y a des systèmes d'information liés les uns à côté des autres. Alors dans le domaine général d'ailleurs, on risque d'avoir un autre risque que vous n'avez pas, je crois qu'on se tutoyait il y a très longtemps quand j'étais à l'agence, que vous n'avez pas mentionné, c'est l'existence possible de domaines. Alors ça ne marche pas pour les voitures, parce que malheureusement, heureusement, aussi peut-être, il pourrait y avoir des autoroutes adaptées aux marques Apple et les autres adaptées à Mercedes, j'en sais rien. Ils font sûrement. Oui. Et donc là, aujourd'hui, il y a bien des systèmes clos. C'est qui tendent à essayer d'être clos. Il y a des écosystèmes autour de grands systèmes d'information, Google, Apple, qui tentent de fermer leur système et qui dépassent complètement les structures d'entreprises ou autres, qui deviennent dépendantes. Donc, ce qui n'est pas clair, c'est ça. C'est qu'effectivement, il y a des tendances éclatées. Même pour les machines, il n'y a pas de tendance unique. Je crois que le domaine de la santé est particulièrement intéressant parce qu'à la fois il est profondément humain, il représente des budgets et une partie importante, et puis il y a une insatisfaction, on est en plein dans les débats. Je crois que ça c'est un domaine où c'est pas encore tout. Je crois que c'est un domaine où il y a peut-être encore d'espoir, parce qu'en plus il y a l'automédication qui est très intéressante. En sens inverse, alors il y a tout le problème du dossier de santé personnelle sur lequel on vient de faire un gros plantage, si j'ai bien compris. Oui, on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls. Bon. Ça, alors, parce que justement le concept est faux par rapport à l'être humain d'aujourd'hui et à l'organisation des systèmes, c'est un faux concept. C'est là-dessus parce qu'en général, on y passe la journée pour le dossier. Et la notion de dossier est un point clé, effectivement, pour l'individu. Oui. Pour son médecin traitant ou autre. Et c'est vrai dans d'autres systèmes. En fait, j'ai entendu quelqu'un dire pourquoi il n'y aurait pas un dossier personnel qui comprend aussi les données bancaires. Oui. Je me crée moi mon dossier. Alors, il y a des gens qui travaillent, par exemple à l'INRIA, il y a une des spin-off de l'INRIA récente qui travaille sur des méthodes pour avoir sa propre capacité à échanger des informations et sans les confier à des grands opérateurs. C'est-à-dire de faire un cloud où on peut gérer ses propres trucs, mais sans que quelqu'un en soit autre, que quelqu'un puisse le contrôler. C'est vraiment ça. Bon, si ça vous amuse, je te répondrai pas, parce que je vous ai écouté l'autre jour dans une conférence, c'est peut-être très intéressant. Alors, est-ce que ça marchera? Il y a toujours la même idée, c'est-à-dire maîtriser le système en le renversant. Oui, en renversant. Moi, juste derrière,
Monsieur derrière Moi, je vais revenir sur la conséquence de l'informatique sur nos organisations, nos entreprises. Parce que je travaille dans une grande entreprise publique, pour la donner, c'est EDF. Et puis, je dirais que je suis opérationnel dans l'ingénierie, etc. Et si vous voulez, j'ai aussi un certain recul par rapport aux méthodes, tout ça que vous avez évoqué, depuis les années 80. Et actuellement, si vous voulez, on sent une charnière au niveau révolution, peut-être due à Internet, dans la forme de relations de travail, les gens, les relations RH, quoi. On dit beaucoup que les jeunes générations, génération Y, Z, c'est peut-être des termes que vous connaissez, par Internet, ils travaillent de manière transverse entre eux, par les applications, et pas de manière hiérarchique. Et on le vit, ça, effectivement, par l'existence des applications dans les entreprises. Parce que, bon, c'est vrai, il y a de plus en plus des applications de plus en plus présentes. Bon, au départ, on dit que pour la comptabilité, tout ça, et puis aussi dans les méthodes de travail, on est passé par la CAO, et puis de plus en plus par les méthodes, les modèles de modélisation, les outils professionnels. Et donc tout ça, c'est inévitable dans l'entreprise, c'est les outils, les applications, c'est inévitable. Maintenant, c'est l'impact sur les relations de travail, c'est aussi fondamental. Parce que il y a un écart, je veux dire, c'est le bien-être, le bonheur au travail, tout ça. Il y a eu une émission sur Arte il y a 15 jours, je ne sais pas si vous l'avez vu là-dessus. Voilà. Et je dirais que il y a donc cette charnière dans les organisations. Bon, les organisations hiérarchiques, on sait, c'est le 19e siècle, au début de la révolution industrielle, etc. Vous avez rappelé aussi le capitalisme, le patron, parce que c'est les entreprises, évidemment, l'évolution. Et voilà donc, on voit aussi que dans des formes d'organisation, on voit que des acteurs, on peut travailler de manière très transverse, par exemple dans nos services. Il y a des gens opérationnels qui s'occupent aussi du suivi des applications. Et c'est pas des gens hiérarchiques, c'est pas des managers. C'est très transverse. Et ça, c'est très important. Ce que je voulais vous faire prendre conscience. Et ça élimine les justifications hiérarchiques. Alors vous voulez dire, si je comprends bien, que des personnels relativement dynamiques, en coopérant à travers les réseaux sociaux, opérationnels, sur le système. Les utilisateurs des applications sont par exemple administrateurs de ces applications, ils ont un rôle d'administrateur, et par exemple, ils font améliorer les outils, les applications, vers aussi les gens du système SI, les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage, applications ici, services informatiques. Parce que, bon, vous savez que moi, les entreprises, au moins les grandes, les services informatiques sont cloisonnés. Voilà, ce que je veux dire. Très important. Et l'espoir en quelque sorte. Oui. Bon. Donc, moi, je parle simplement d'une présence qui me semble tout à fait simple. C'est que l'homme, lorsque préhistorique, immédiatement a commencé à chasser, il a fait directement avec la force de ses bras. Donc il a lancé sa flèche ou son javelot. Et puis un jour, pour aller plus loin, en fait, il a créé le lanceur. C'est-à-dire qu'il a dépassé sa limite biologique. Et aujourd'hui, dans le monde moderne, on est à la limite de notre biologie. Et en fait, maintenant, on essaie d'aller encore beaucoup plus loin. C'est la raison pour laquelle on a de la robotisation. En fait, on est des gens qui font de moins en moins, mais qui vont piloter de plus en plus.
La machine, nous servons tout simplement à démultiplier. Et ça, je me semble que c'est quelque chose de naturel chez l'être humain. Donc tout ce qui est big data, tout ce qui est gens, c'est bien pour aller plus loin. Qu'est-ce qu'on vise au-delà de ça? C'est la conquête de l'espace. Ce sont des choses qui nous permettront vraiment de nous dépasser. Je pense que chez l'être humain, il y a quelque chose de génétique, c'est le dépassement de soi. Ça me paraît tout à fait fondamental. C'est fondamental, donc de toute façon, c'est la raison pour laquelle on ne fera jamais marche arrière et on ira toujours de plus en plus loin. Même s'il y a plein de risques. Historiquement, il y a quand même eu des cas de blocage. Mais il y a la Chine et l'islam qui sont typiques. Alors l'islam est un peu plus évidemment. Les Chinois. Non, mais. Bon, et puis la Chine qui va rattraper son retard. Ah, ben non. Forcément. Mais. Je dirais que c'est simplement des accidents de parcours, comme lorsqu'on a une rivière et puis d'un coup il y a des bras morts. Mais le courant continue à voter, voilà, c'est tout. Mais si on prend exactement l'être humain en généralité, sa volonté, c'est toujours d'aller plus loin, toujours se dépasser. Et ça, on n'ira pas trop. Donc de toute façon, on continuera. Maintenant, bon, quand je prends par exemple l'exemple de nos voitures, ça veut dire que ça va passer par les nouveaux comportements. Se dépasser, ça change nos comportements. Quand on avait une voiture, on conduisait, on avait ce plaisir de conduire, ce plaisir de conduite, on achetait le produit, l'usage était gratuit. Maintenant, en fait, on vend l'usage, mais on ne s'occupe plus du produit. Et c'est ça, en fait, qui va nous faire changer. C'est qu'en définitive, on s'attache de moins en moins de produits, et plus exactement de ce que l'on veut obtenir. Oui, et c'est ça. Tout le cloud, c'est un peu ça. Hein. Vous êtes plus propriétaire vraiment de grand-chose. Tout est dans le cloud, mais vous pouvez en profiter, le vendre. Oui, ça c'est cool. Mais ça vient dans la dynamique des sujets, c'est-à-dire toujours se surpasser. Et quand on est amené à se surpasser, on s'intéresse de moins en moins aux objets, de plus en plus à l'usage qu'ils en ont fait, et en fait c'est ça qu'on cherche à vendre. C'est une jolie piste, ça, oui. C'est ça la problématique. Et donc ça ira de plus en plus loin. Et on ne pourra jamais marcher arrière. Même s'il y a des risques énormes, des risques au niveau de la propriété, des informations. Il y a quand même des cas où il faudra faire marche arrière parce qu'il y a des problèmes de pollution. Et là, il faudra quand même bien en tenir compte. Et il y a des cas où c'est. Il y a toujours eu aussi dans l'humanité des gens qui ont renoncé. Je pense notamment au monachisme dans l'Empire romain. Et après, au Moyen-Âge, au contraire, d'ailleurs, ce sont les moines, les cisterciens qui ont fait avancer le progrès. Mais il y a quand même pas mal de gens aujourd'hui qui disent non. Et d'une certaine façon, je dirais que une des forces de l'islam actuellement, c'est que, par certains côtés, ils disent non. Votre société, on n'en veut pas. Je ne suis pas islamophile, je viens de dire le corps. Mais ça m'a plutôt forcé dans le fait que je n'ai pas les théories de nerfs musulmans. Mais par certains côtés, l'islam traduit un refus de cette espèce de société de consommation. Et par ce côté-là, il est assez sympathique. Il y aura des rééquilibrages. Oui, un rééquilibrage. La finance musulmane par rapport à indéfiniment. Oui, c'est un progrès, si vous voulez, dialectiquement. C'est tout, après. Enfin, quelquefois, l'humanité régresse. Un pas en arrière pour deux pas en avant. Je voudrais abonder dans le sens de mon collègue, je pense qu'on ne va pas pouvoir arrêter. D'abord parce que c'est une technologie qui est partagée par tout le monde et alors on ne va pas faire le bilan, mais c'est un peu comme la langue des hommes, c'est la meilleure et la pire des choses, l'informatique. Et la technologie, quelquefois ça marche pas. La mienne marche, encore ça va bien. Sur le plan positif. Sur le plan positif, on peut dire que on fait des choses. Sur le plan positif, on peut dire qu'il y a des choses qui sont quand même formidables. Le décryptage du génome humain, les recherches médicales qui sont faites, les matériaux composites qui sont inventés, la lutte contre multiples maladies, le partage des savoirs avec l'ours. Enfin, il y a toute une brochette de points positifs. Il y a toute une brochette de points négatifs.
Internet, les réseaux sociaux pour des attentats terroristes, et le racisme, etc. Donc je pense que c'est pas la peine de faire le procès d'Internet et des systèmes d'information. Je pense que le problème, il est dans les enjeux. Donc, les deux enjeux majeurs que je vois, c'est la machine, c'est-à-dire qu'on est face à un système qui est fondamentalement anarchique, c'est-à-dire qu'il n'est pas organisé. Tous ces problèmes de risque, tous les problèmes c'est le meilleur et la pire des choses. Le deuxième enjeu, sur lequel je vais dans le sens de mon collègue, sur lequel on ne peut pas s'arrêter, on est pratiquement, je crois maintenant, à un doublement des données stockées et échangées, pratiquement tous les 2 ans. Et je pense que ça va s'accélérer. Ne serait-ce que pour, par exemple, les multitudes j'en parlais déjà la dernière fois, les multitudes de captures d'informations de température, etc., les multitudes de captures d'informations qui sont échangées sur les réseaux sociaux, etc. Et par exemple, le projet mondial de scan de l'ensemble du savoir humain. Donc il y a des choses on ne peut pas les arrêter et on va pas pouvoir aller en arrière. Je pense que les deux enjeux, ça va être de mettre en place, et c'est pour ça que ça va être bien de maîtriser et rééquilibrer, ça va être de mettre en place des contre-pouvoirs et des moyens de réduire les effets négatifs et les risques. C'est ça l'enjeu. Le deuxième enjeu, ça va être aussi de peut-être faire en sorte que le partage de ces informations se fasse. Parce qu'effectivement, il se fait. L'avantage de l'information partagée sur les réseaux, c'est que quand je partage, j'augmente la valeur. Alors qu'avant, je ne partageais pas. Si je ne partageais pas, j'augmentais ma puissance et mon pouvoir. Là, actuellement, les gens, en partageant les chercheurs sur l'Alzheimer, en partageant leur analyse sur le web et sur les réseaux, augmentent la valeur de leur pouvoir. Enfin, de la valeur de leur recherche. Et donc, je pense que ce qui va être intéressant, c'est de maîtriser cet enjeu de partage d'une information qui va être gigantesque. Parce que là, vous avez juste titre parler des voitures connectées. Ça veut dire qu'il va y avoir des milliards d'informations qui vont être échangées, parce qu'il va y avoir des milliards de bornes sur les milliards de routes dans le monde qui vont échanger avec des voitures pour savoir où elles sont. Et donc ces informations, elles sont tracées. Il ne faut pas oublier que Bernard Tapie a été coincé parce qu'il avait utilisé sa carte bleue sur un péage à un moment donné. Et donc ça veut dire que nos déplacements demain, ça va être fabuleux, comme vous l'avez dit, il n'y aura plus d'accident mortel, on va l'espérer, mais d'un autre côté, on va être totalement tracé. Donc le problème, ça va être comment on va gérer cette anarchie et cette utilisation peut-être nocive des... C'est bien le problème. Je crois qu'il ne faut évidemment pas tout arrêter et qu'il ne faut pas non plus tout laisser faire. Mais pour moi, un petit exemple qui m'a assez sidéré, il y a 2 ou 3 ans, je crois que c'est encore Google, là, ou c'est Apple, qui a introduit les drones par route. Et moi, je me suis dit tout de suite, mais enfin, c'est quand même assez sidérant qu'on laisse en vente libre un outil qui permet immédiatement de faire des choses, d'aller regarder chez mon voisin et chez ma voisine en plus des choses intéressantes, d'aller voler au-dessus de l'idée, et à ce moment-là, personne n'a dit tout de suite, non mais ça va pas la tête. Non, mais ils sont en vente. Et puis maintenant, on dit, c'est scandaleux, ils volent au-dessus de l'Élysée. Bah oui, évidemment. Non, mais attendez, ils sont en vente libre, mais il y a une législation qui est en place depuis le début. Et alors, on l'a pas appliqué. Ah oui, non, mais ça, le problème, c'est comment l'appliquer. Mais elle existe depuis le début. Il n'y a pas la question du quoi, il faut ça comment. Actuellement, ils sont en train de développer des systèmes de destruction, des drones, destructeurs de drones, et des systèmes de radar à l'étude qui sont en train d'être étudiés pour détruire des drones qui éventuellement survoleraient le terrain. Petit, voilà. C'est une question. Oui. Ça existe déjà. En développement des flottes de drones qui sont connectés. Si vous pouvez venir utiliser ce micro-là, ce serait mieux. Comme des insectes, des soldats,
disait, bon, de toute façon, l'homme et la machine, on ne peut qu'aller de l'avant, et les retours en arrière sont difficiles. Ça m'a fait penser à un film ancien, 2001, l'Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick. Et dans le film, tout est automatisé dans une navette spatiale, et à la fin, la machine s'en prend aux hommes, quoi, se venge. Bon, c'est un vieux film, c'est une interprétation, c'est un film. C'est pas la réalité, c'est pas une problématique nouvelle, ça a été abordé par Kubrick, je ne sais plus en quelle année. Même pas le premier, c'est un gros. Ah, si vous voulez, ça serait ouvrir le thème du transhumanisme. Mais ça, si vous voulez qu'on parle de transhumanisme, on fait une soirée exprès là-dessus, parce qu'il y a beaucoup à dire. Et le sujet a un gros défaut, c'est qu'il est pour une part philosophique, pour pas dire religieux, et qu'en général, on finit par s'engueuler sans arriver à être plus petit. Mais si ça vous tente, il y a plein de trucs à dire, c'est passionnant. Dans le cadre. C'était un peu avant. Vous pouvez vous rapprocher un peu. C'est le film, ça va? Oui, dans le cadre d'ailleurs de ce qu'on parlait de la santé. Aujourd'hui, bon, les dispositifs, les pacemakers communicants ne sont, il y a eu même d'ailleurs dans une série américaine, pardon, je suis plus, peut-être, qui a montré la chose. En fait, aujourd'hui, on peut, il y a un hacker qui l'a prouvé, attaquer n'importe quel pacemaker communicant et tuer la personne. On peut le faire aussi avec une pompe à injection, plein de trucs. Alors, deuxièmement, évidemment, les producteurs de ces systèmes captent des données. Il va bien y avoir forcément un réseau, parce que de toute façon, si quelqu'un a un problème rapide, il faut qu'on puisse savoir exactement les références du système, etc. Donc, voilà. Ce qui fait qu'un virus envoyé dans tous les pacemakers d'une marque pourrait tuer d'un coup, en attaquant le centre, tous les gens qui portent un pacemaker de la marque. Ça, alors le hacker est mort en question, mais il n'avait pas de pacemaker. Mais il est mort peu de temps après le grand fête des hackers, comment ça s'appelle, et aux États-Unis. Oui, non, la grande manifestation où il y a tous les gens de la NSA et les hackers qui se réunissent. Mais bon, et voilà, donc ça c'est un exemple de choses. Bon, un autre truc important, parler de génétique, là, je ne sais pas si vous avez vu qu'il faut des ordinateurs. Ça, c'est des résultats de recherche qui demandent des très puissantes machines. On a fait le génome. Donc maintenant, on a commencé à greffer, je ne sais pas si vous avez vu, des morceaux d'ADN humain sur des souris. Vous avez vu ça? Ce qui est très... Ça s'est fait dans les tas de domaines de science-fiction. La souris en question, le rat en question réagit beaucoup mieux à tous les obstacles qu'on lui met. Il sort beaucoup mieux des labyrinthes et des biais plus efficaces. Bon, donc ça veut dire que... Mais en fait, le point qui me paraît important, c'est que moi, à l'époque lointaine, ça paraissait assez simple de voir le futur. En gros, on savait que ça allait être les plus gros ordinateurs, voilà. Et là, en fait, c'est un peu comme pour... D'abord, ça m'a très vite. Parler de la peinture. Les peintres se sont habitués aux nouvelles peintures, de la Renaissance ou autre, enfin, maintenant, mais c'est plus lent quand même. Il fallait apprendre à peindre avec les nouvelles peintures à l'œuvre, je ne sais plus quoi, je ne suis pas peintre. C'est ça, il y a eu des peintures, des nouvelles, et il faut apprendre à maîtriser le truc avant de faire quelque chose de bien. En peinture aussi. Et là, malheureusement, ça va trop vite. Ça va très vite. Le problème, c'est qu'à peine vous avez commencé à former des gens, que c'est déjà obsolète. Et donc là, il y a un problème d'adaptation de l'humanité à quelque chose où un certain nombre de gens font évoluer des techniques, mais c'est un nombre limité, c'est des gens, un nombre limité de gens. Et il faut toujours se rappeler que dans l'automobile, si on avait prévu l'automobile, ce qu'elle allait faire dans les années 1900, on aurait prévu de probablement automatiser les chemins de halage, de faire des trucs comme ça, qui utilisaient l'automobile. Personne n'imaginait. Moi j'ai encore habité en Lorraine où il y avait en Moselle l'usine, les maisons des employés juste à côté, évidemment, l'usine, tout le monde, et le château d'Indel juste au-dessus. Bon, et oui. Or, l'automobile, ce qu'elle a fait, elle n'a pas fait ce qu'elle pensait faire, c'est-à-dire donner à des riches les moyens de s'amuser. Ça a changé toutes les villes, tout l'organisme, toute l'organisation du pays. Après ça. Sauf que c'est plus lent, et que donc on a eu le temps de faire,
quand même la police, le règlement, le code de la route, de se mettre d'accord dans le monde entier sur le code de la route, on a du temps. Là, on n'a pas beaucoup de temps. Il y a à peine, il y a les gouvernements, je vois bien les politiques qui nous ont fréquentés, à peine ont-ils commencé à digérer, j'ai vu des choses fabuleuses, j'ai vu une réunion où, alors que j'avais dit avec mes enfants, je rencontre, je ne sais plus quel politique, je ne sais plus quel, et qui dit oui, ça y est, on va penser au problème, comme on avait fait pour les cassettes, on va mettre une taxe sur les disquettes. Je remontais mes enfants, ils étaient morts de rire. Les disquettes étaient en train de disparaître. Non, mais il avait vraiment fait une commission et dit bon, il va falloir agir parce que les gens ils ne payent pas, ils font des copies, donc on va mettre une taxe sur la disquette. Donc il y a un problème d'adaptation. Et ça, alors ça pourrait être. Oui, le temps, ça pourrait être précisément un des points où il serait peut-être pas impossible d'agir. Parce qu'il y a quand même un exemple capital, c'est la loi de Moore. Or, la loi de Moore, c'est pas une loi naturelle. Elle a fonctionné parce que la nature a évolué, mais en fait, elle a exprimé au départ, quand on l'a formulé, une tendance, il voyait des choses, mais assez vite, la tendance ne marchait pas tout seul, donc l'industrie des composants électroniques s'est réunie et ils ont décidé, et ça a marché en gros jusqu'à maintenant, que tous les 18 mois ou tous les 2 ans, ça doublait, et donc, dans leur réunion, ils faisaient des trucs. Il y a des gens qui disaient, bon, moi ça va pour le silicium, machin, ça va, puis l'autre qui disait, ah non, attention, parce que là, sur les connexions cuivre, bon, bah alors combien tu veux de recherche pour que ça marche? Donc, on a un exemple d'une loi d'aménagement temporel qui a fonctionné pendant un peu plus d'un demi-siècle. Ça serait peut-être pas impossible. Ça serait une des pistes à suivre pour dire, bon, bah, tel truc, on régule, mais c'est peut-être moins vite, ou c'est 100% par an. Moi, je ne dis pas que c'est facile, hein. C'est plutôt une piste de réflexion qu'une solution. On va commencer à parler. Je voulais dire une chose, il y a moins d'un mois, Bill Gates, apparaît-il, dit que toutes les évolutions de l'intelligence artificielle, ça lui faisait peur. Oui. Alors, je ne sais pas ce qu'il a vu, ce qu'il a lu. Je veux une précision là-dessus. Le problème c'est qu'on utilise, on a des machines qui sont de plus en plus performantes. Ce que craint, je pense, l'être humain, c'est si elles prennent le dessus par rapport à nous. Si on n'a pas la maîtrise. C'est le cas avec les robots financiers en 2008. Oui. Qui ont provoqué, qui sont en partie responsables de la crise. Oui. Ils ont accéléré la crise. On va poursuivre après